épisode 3 de la nécessaire désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est une action qui est assumée dans sa dimension illégale, mais qui se met en œuvre au nom de la défense de l'intérêt général. Et cette action de désobéissance civile, parce que pour moi, désobéissance civile, c'est une action, elle est mise au service d'une cause, quelle qu'elle soit, qui est revendiquée, assumée par la personne qui passe à l'action. Et donc ça peut être la protection de l'environnement, ça peut être la défense des droits des minorités, ça peut être les droits humains. Beaucoup de causes ont été l'occasion d'actions de désobéissance civile. Alors je suis tout à fait d'accord avec cette définition et simplement je rajouterais qu'aujourd'hui la désobéissance civile elle est vraiment à l'ordre du jour dans tous les domaines, pratiquement tous les domaines de l'activité économique et sociale, parce qu'on est dans un état du rapport de force entre les différentes classes sociales qui est tellement à la faveur de l'oligarchie, c'est-à-dire de cette petite caste qui au sommet de la société s'accapare toutes les richesses, tous les pouvoirs, tous les titres de propriété, qui non seulement exploite la force de travail des ouvriers, des salariés d'une façon qui est toujours plus chaque année, chaque mois, chaque jour plus défavorable aux travailleurs, mais qui en plus s'est approprié l'État. L'État est aujourd'hui non plus du tout au service du peuple, mais c'est un État néolibéral au service quasi exclusif des plus riches. Donc la légitimité de la désobéissance civile aujourd'hui face à la violence de classe des plus riches, elle est vraiment à l'ordre du jour. Je suis Monique Pinson-Charlot et j'ai été chercheur au CNRS pendant des décennies. Chercheur à temps plein avec mon mari, et nous avons fait à notre manière une sacrée petite désobéissance civile, c'est-à-dire que au CNRS, honnêtement, travailler sur les dominants, sur les puissants et sur les riches quand on était sociologue, c'était juste pas pensable. Nous étions toute l'institution, les crédits de recherche, les collègues, enfin tout ce qui nous entourait nous poussait à ne travailler que sur les cités défavorisées, sur les classes populaires, sur les classes moyennes, sans jamais aller chercher les causes de tous les maux que nous étions censés enquêter et analyser. Donc en 1986, après le tournant de la rigueur de François Mitterrand et donc le basculement dans la dérégulation du système capitaliste, nous avons décidé, Michel et moi, de dire officiellement que nous allions travailler désormais en couple, tous les deux, puisque nous avions la chance d'être dans le même laboratoire, et que nous allions travailler sur les plus grandes familles de France, les familles les plus riches, pour justement ouvrir un champ de recherche qui nous paraissait particulièrement dépourvu. Je suis Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace en France depuis 2012. Et avant ça, j'ai été journaliste et j'ai travaillé pendant des années pour Reporters sans frontières, et donc sur les questions de liberté d'expression un peu partout dans le monde. Et j'ai pratiqué la désobéissance civile pendant de nombreuses années. Je continue de le faire aujourd'hui. Et j'ai vu, à travers cet engagement personnel que j'ai eu, à travers des dizaines d'interpellations, de placements en garde à vue, d'expulsions de certains pays même, et de convocations dans les tribunaux, à quel point la désobéissance civile est puissante et permet de faire bouger les lignes comme, pour moi, aucun autre mode d'action ne peut le faire. Donc c'est quelque chose de très, à la fois très personnel, et puis que je suis très heureux de poursuivre aujourd'hui avec Greenpeace, mais qui me tient au corps depuis très longtemps et auquel je crois très très dur, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans les différentes possibilités qu'on a individuellement ou collectivement, la désobéissance civile est certainement l'un des leviers d'action les plus efficaces, à condition d'être bien pensé, bien mis en œuvre, mais c'est certainement ce qui peut provoquer les avancées les plus notables. C'est Greenpeace! C'est Greenpeace! La désobéissance civile sert à quelque chose, et on le voit à la réaction de l'État et à la réaction du gouvernement. Et c'est vrai que la désobéissance civile, ça fait peur.
aux détenteurs des pouvoirs. Ça fait peur parce qu'à un moment donné, c'est accepter l'idée que des gens sont prêts à se retrouver derrière les tribunaux au nom d'une cause ou au nom de l'intérêt général. Et ça fait peur parce que quelque part, il y a toujours cette idée que ça va amener à un soulèvement général, à une révolution, et que les détenteurs des pouvoirs ont très très peur de ça. Et on voit bien aujourd'hui que dans les actions de désobéissance qui sont menées au nom de tout un tas de causes, la réaction généralement elle est forte. On le voit sur, je ne sais pas, les militants qui s'opposent à Bure, au centre d'enfouissement des déchets nucléaires, et qui sont poursuivis en justice systématiquement. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec tout un tas de militants climat qui ont reçu des gaz lacrymogènes en faisant des actions tout à fait pacifiques et non violentes sur des ponts parisiens avec Extinction Rebellion ou d'autres. On vient de nous, Greenpeace, d'avoir des militants qui sont passés en cour d'appel à Metz pour une action dans une centrale nucléaire et qui en première instance avaient été condamnés à des peines de prison ferme, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de Greenpeace en France. On l'a vu aussi à la réaction politique face aux décrocheurs des portraits d'Emmanuel Macron, par exemple. Même si les tribunaux ont été beaucoup plus compréhensifs et conciliants, en tout cas certains tribunaux ont même relaxé ces militants, au démarrage, les réactions politiques ont été extrêmement virulentes. Enfin, on voit bien que c'est des sujets sensibles et qui provoquent des réactions immédiates. Il y a peu de modes d'action aujourd'hui qui provoquent ces réactions immédiates. Oui, alors à l'heure du dérèglement climatique, il faut que la désobéissance civile, évidemment, se généralise. C'est leur trouille absolue. Et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Dès que les Gilets jaunes sont allés, c'était une forme de désobéissance civile, que d'aller dans les beaux quartiers, que d'essayer d'approcher l'Élysée, que de prendre un espèce d'engin de chantier rue de Grenelle un dimanche matin pour déloger Benjamin Griveaux qui était en train de donner un entretien pour Le Monde Magazine. Et j'ai été admirative, et j'espère que ce mouvement va se poursuivre, parce que le courage de ces hommes et ces femmes qui, par dizaines de milliers, enfin dans les manifestations auxquelles nous participions, surtout au début, il y avait énormément de monde, mais qui étaient capables d'affronter les violences policières avec un courage inouï. Ça, on peut le compter dans la désobéissance civile, puisque les manifestations étaient interdites et qu'elles étaient réprimées. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de signaux positifs en ce sens, parce que ça craque un peu de partout. C'est-à-dire que l'ampleur des inégalités fait monter la colère, et le dérèglement climatique fait monter justement en puissance la désobéissance civile et les actes de résistants violents ou non violents. Sur les sujets sur lesquels on travaille, nous, chez Greenpeace, donc les questions environnementales, écologiques, on assiste à une sorte d'accélération et d'élargissement des actions de désobéissance civile. C'est-à-dire que chez Greenpeace, c'est pas nouveau, on existe depuis 1971, et dès 1971, on était déjà dans la désobéissance civile. La première épopée de Greenpeace était une action de désobéissance civile, au sens où ça consistait à envoyer un bateau, s'interposer face à des essais nucléaires militaires menés par le gouvernement américain. C'était déjà de la désobéissance civile. Mais ce à quoi on assiste depuis un an et demi, pas beaucoup plus, en tout cas en France, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs. Donc il y a eu ANV COP21 d'abord, il y a eu Extinction Rebellion plus récemment, et qui ont des pratiques différentes de la désobéissance civile, dans le sens où pour ces groupes-là, la désobéissance civile s'accompagne d'un nombre plus grand de participants. C'est-à-dire que c'est de la désobéissance civile de masse, comme on l'appelle. Ça veut dire que ces actions sont menées non plus par, comme l'a fait Greenpeace pendant ces 40 dernières années, par 10, 20, 30, 50 militants, activistes bien préparés, bien formés, mais par 300, 400 et bientôt 3000, 4000 participants qui n'ont pour la plupart jamais participé à une action de désobéissance civile, mais qui se retrouvent directement propulsés dans l'une de ces actions. Et du coup, c'est vrai qu'on assiste à l'apparition de nouvelles formes de désobéissance civile qui renouvellent le genre, et je trouve ça extrêmement intéressant, qui permet de nourrir des organisations comme les nôtres et de nous poser des questions sur quelles sont les manières les plus efficaces de renouveler ce mode d'action-là. Et puis, ça permet aussi d'offrir des possibilités à des personnes qui jusque-là n'avaient peut-être jamais osé franchir le pas, parce que c'est pas anodin de franchir ce cap de l'illégalité. Une fois qu'on l'a fait, souvent, on se dit que c'était la seule chose à faire, et finalement, beaucoup de gens qui n'osaient pas le faire sont extrêmement soulagés d'avoir participé à une action de désobéissance civile. Mais malgré tout, ce n'est pas anodin, et aujourd'hui, on sent bien que de plus en plus de personnes,
les jeunes, mais pas que, c'est très intergénérationnel, on le voit nous dans nos actions, ont envie de participer à ces actions-là et aujourd'hui ils sont prêts à le faire, ils sont même demandeuses de le faire. Oui, je pense que l'intensité du dérèglement climatique dans ces derniers mois, dernières années est telle qu'il y a une prise de conscience qui se fait aujourd'hui, je parle de la France parce que c'est ce que je connais le mieux, où on est très frappés, Michel et moi, de la montée en puissance de la conscience sociale, qui était totalement aliénée parce que, comme ce sont des milliardaires qui possèdent 90% des médias, comme nous l'a appris Acrimed. En France, on n'a pas un parti unique, mais on a une pensée unique. Il y a plein de médias, mais ils servent tous la même soupe néolibérale. C'est la même langue, c'est la même idéologie, le néolibéralisme. Et du coup, la conscience sociale était... à cause de la montée en puissance de l'individualisme négatif, pervers, narcissique, lié à la destruction des solidarités de classe, à la destruction du bien commun, le dérèglement climatique, je pense, est notre dernière chance pour espérer cette interconnexion de toutes les inégalités, parce que dans la phase du développement du capitalisme, les économistes estiment que 10% de l'humanité suffira à assurer le travail humain qui sera toujours nécessaire, mais qui sera largement diminué par le poids des robots, de tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, des algorithmes. Et donc c'est la partie la plus pauvre de l'humanité qui, bien entendu, ne va pas survivre. On donne en pâture aux classes moyennes ces éternels débats sur le revenu universel pour nous occuper la tête. Mais eux, c'est pas du tout leur objectif. Ils vont pas en plus payer des bouches qui ont soif, qui ont faim et qui ne serviront à plus rien. Donc le projet, c'est pour ça que nous, quand on parle de transition écologique, on trouve que c'est beaucoup, beaucoup trop doux, que ça ne correspond pas du tout à la réalité de la violence de classe que les plus riches de la Terre sont en train de nous imposer, d'imposer aux peuples les plus pauvres, qu'ils habitent l'Afrique, l'Indonésie, l'Asie en général, l'Inde, tous ces pays qui vont payer le prix fort et qui le payent déjà. Pour moi, il ne faut pas confondre radicalité et violence. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des actions profondément non violentes et très radicales. Quand nous, on essaie de bloquer la raffinerie de Total à La Mède, dans le sud de la France, parce que ça consiste à augmenter massivement les importations d'huile de palme et du coup, ça contribue à la déforestation dans le sud-est asiatique, on estime, d'autres pourraient dire le contraire, mais on estime, nous, que c'est une action radicale. On va bloquer un site industriel, empêcher Total de continuer ses activités. Ça dure le temps que ça dure, mais en tout cas, l'intention est extrêmement radicale. Et pour le coup, c'est une action profondément non violente. Et de la même manière, je ne sais pas ce qui est le plus radical entre casser un abribus ou intenter, comme on l'a fait aussi avec d'autres organisations, une action juridique contre l'État. Donc voilà, il ne faut pas confondre radicalité et violence. C'est vrai que Greenpeace est une organisation profondément non violente pour des questions au départ morales, éthiques, philosophiques, et on continue d'assumer cette stratégie non violente, mais aussi pour des raisons d'efficacité. C'est-à-dire que nous, on est persuadés, c'est un débat aujourd'hui vif dans les mouvements écolos, nous, on reste persuadés que la non-violence est plus efficace que la violence. La violence, elle est dans les beaux quartiers, elle est de l'autre côté. Nous, on n'a pas besoin de la violence parce qu'on est les plus nombreux. Et notre radicalité, elle doit être précisément dans la franchise des propos que là on tient ici chez vous à Greenpeace. Notre radicalité à nous, c'est précisément la force du nombre. C'est notre solidarité, c'est la diversité des modes d'action. Les ouvriers, s'ils occupent les entreprises et qu'ils arrêtent de travailler, de toute façon, ils mettent à mal les profits des capitalistes. Il y a toutes sortes de façons de manifester sa colère sans passer par la violence. Parce que la violence, c'est forcé, on l'a vu avec les Gilets jaunes, ça s'est retourné. Les violences, pour moi, qui sont des violences provoquées parce que ça stigmatise, ça dessert toutes les luttes, la contestation, les phénomènes de désobéissance civile, les phénomènes de colère populaire,
Donc vraiment, la non-violence, c'est ça notre force, parce que nous, on a le nombre et il faut tout le temps leur renvoyer là-bas, dans les beaux quartiers, chez les propriétaires, chez les détenteurs des moyens d'information et de production, la violence. Et si on le fait tous de manière systématique, je pense que c'est la meilleure façon de leur couper l'herbe sous les pieds. Leur place n'est pas en prison est une série de podcasts qui vous est proposée par Greenpeace France en coproduction avec l'Officine.